La dérégulation du secteur électrique entreprise depuis 15 ans est donc en partie achevée. Le marché s'est déjà ouvert aux seuls clients professionnels. Les industries, les commerces, les collectivités locales peuvent choisir aujourd'hui un fournisseur d'électricité autre qu'EDF, avec à la clé une belle promesse. Donc l'idée y était, mais il faut libéraliser le marché de manière à ce que le prix, je dirais, de l'électricité puisse encore baisser, et en tout cas qu'il puisse devenir un élément de compétition entre les fournisseurs d'électricité pour que moi, industrie, je puisse toujours l'acheter au meilleur prix à un moment déterminé. Comme nous sommes des prestataires de services de ces industries, nous les connaissons bien de l'intérieur. Ainsi, nous pouvons leur offrir des profils de tarification qui soient les plus adaptés à leurs besoins. Et le moyen le plus sûr de prendre des clients EDF, c'est d'offrir des prix plus bas. Mais très vite, les sourires de satisfaction se sont transformés en rictus. Les prix sur ce marché ont augmenté de près de 40% en 5 ans. L'hôpital de Besançon en a fait par exemple la triste expérience. La direction a choisi pour son malheur de quitter EDF pour la Compagnie nationale du Rhône, dont l'actionnaire principal est, rappelons-le, la multinationale Suez. Donc le CHR a décidé en 2002 de passer à la concurrence. Bien sûr, pour sortir du système régulé, il a bénéficié de tarifs moins importants que dans le régulé. Seulement au bout de 3 ans, renouvellement de ce contrat. Et là, on n'est plus tout à fait sur les mêmes tarifs, bien évidemment, puisque c'est une augmentation entre l'ancien tarif et le nouveau de 450 000 € par an. La différence avec le système régulé, c'est que les prix du système régulé sont réglementés par l'État. Voilà la différence. Après, dans le marché concurrentiel, les prix étant libres, chaque opérateur pratique les prix qu'il veut. Et bien évidemment, il y a des actionnaires à rémunérer. Et pour rémunérer ces actionnaires, il faut dégager des marges, quoi. Et les marges, elles se dégagent en partie, pas totalement, mais en partie, sur la hausse des tarifs, quoi. Les prix ont augmenté partout, et pour les mêmes raisons. Donc c'est vrai que ça a beaucoup surpris, et ça a rendu le discours des hommes politiques un peu plus complexe, puisque initialement le discours était simple, concurrence égale baisse des prix. Pas de chance, c'est l'inverse qui s'est passé. L'augmentation du coût des énergies fossiles ou des émissions d'oxyde de carbone participe très certainement au renchérissement de l'électricité. Mais cette hausse des prix est aussi le résultat de cette fameuse particularité de l'électricité, le fait qu'elle ne se stocke pas. Comme en Californie, les capacités de production s'amenuisent aujourd'hui en France et en Europe. La réalité, c'est que les marges de surcapacité que nous avons connues au lendemain de la libéralisation se sont progressivement amenuisées. La consommation a continué à croître, certes à un rythme modéré parce que la conjoncture économique est médiocre, mais elle a continué à croître. On a fermé de vieilles centrales qui n'étaient plus compétitives sur le marché. La tendance naturelle à l'ouverture des marchés, c'est de travailler de plus en plus en flux tendu. Bon, évidemment, de raccourcir au maximum le temps d'utilisation des capacités de production d'électricité, etc. Donc, ne pas multiplier, je dirais, les centrales qui parfois restaient inactives et qu'on n'appelait que lors des pics, je dirais, de consommation. Ici, bon, on essaye d'avoir un minimum de centrales en activité. Les surcapacités avaient évidemment eu une certaine tendance à avoir trop d'électricité à vendre, donc les prix avaient tendance à être bas. Aujourd'hui, ces surcapacités ont disparu. On a une situation inverse où il y a pénurie. Quand on dit pénurie, on parle de l'électricité et la pénurie concerne les capacités de réserve. Mais il n'y a plus de surcapacité. Et donc, les prix ont monté. Le prix de l'électricité, quand on n'est plus capable de produire, il est infini. Puisque si je ne fournis pas le mégawattheure qui va empêcher au réseau de s'effondrer, si je ne le fournis pas, qu'est-ce qui se passe? Le réseau s'effondre. Combien ça coûte que la Californie soit plongée dans le noir pendant 24 heures? Eh bien, ce que ça coûte, on peut le calculer, c'est des milliards de dollars. Donc le producteur qui a les 10 ou 100 mégawattheures qui vont permettre au réseau de tenir, il a un pouvoir économique absolu. Mais au-delà de la disparition des surcapacités, la France va devoir faire face à un autre enjeu. Les centrales actuelles de production arrivent en fin de course.
Et il va falloir commencer à les renouveler d'ici à une dizaine d'années. Mais qui va payer ? Sur le long terme, le marché ne va pas être capable d'indiquer aux producteurs qu'il faut faire des investissements à temps pour éviter de faire face à des ruptures. Parce qu'un investissement en électricité, entre le moment où la décision est prise et le moment où il est réalisé, il faut des années et des années. Pour des boîtes qui vont être obligées de construire, s'ils vivent sur l'acquis, de construire des réseaux, de construire des centrales, comme je le répète, une centrale ça dure 40 à 60 ans, une boîte privée ne peut pas amortir. Il faut qu'ils amortissent sur 25 ans au maximum ou 20 ans. Et donc ils sont obligés d'avoir des prix très élevés pour pouvoir faire cet amortissement court. La stratégie à long terme concernant l'énergie électrique est un élément déterminant de la position de la France. Et que ça n'est possible que si on prend à la fois en compte des investissements extrêmement lourds dans des secteurs très lents, sur lesquels les coûts en amont de recherche sont considérables. Voilà. Et que c'est incompatible avec la réponse que l'entreprise énergétique traditionnelle doit donner à ses actionnaires, surtout quand ils sont très exigeants concernant le rendement financier de l'argent qu'ils leur donnent. La croissance à travers le monde, comme en France, va continuer d'augmenter, entraînant une hausse toujours plus grande des besoins énergétiques. Alors, face à ce défi et à d'autres, une série de questions vient automatiquement à l'esprit. Qui va financer les énormes investissements nécessaires pour renouveler les moyens de production de demain? Qui va prendre en charge le démantèlement du parc nucléaire au rebut? Qui va mener la recherche pour trouver des énergies autres que fossiles et polluantes? Qui va s'engager? À qui peut-on faire confiance pour relever le défi de ces enjeux colossaux? Et au final, l'électricité ne risque-t-elle pas de devenir un produit de luxe? L'une des choses qui m'intéresse dans notre pays, et peut-être dans d'autres pays aussi, c'est de rétablir l'idée des services publics. C'est quelque chose qui n'allait pas de soi aux États-Unis. Nous l'avons obtenu après des siècles de lutte pour s'assurer le contrôle des chemins de fer, de l'industrie du téléphone, de l'industrie du gaz naturel, de l'électricité, de l'industrie des transports routiers. Et maintenant, nous abandonnons cette vision d'ensemble et ce contrôle, avec, dans de nombreux cas, des résultats épouvantables. Je pense qu'un pays comme la France est confronté au même problème et doit réfléchir sérieusement pour savoir si elle va suivre aveuglément une idéologie qui va l'entraîner sur une voie autodestructrice.